Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 12e séance du cours sur la littérature XVIIIe siècle, et qui dit 12e séance dit aussi dernière. C'est ainsi que s'achèvera ce cours sur la philosophie et la littérature des Lumières. Bon, il était peut-être temps que ça s'arrête, vu tous les problèmes qu'on a eus au cours de ce semestre, entre les grèves, les réformes et l'épidémie. On n'aura décidément pas eu beaucoup de chance. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur, et continuons malgré tout d'avancer, avec cette dernière séance qui sera consacrée au thème du voyage et qui viendra donc compléter la 4e séquence sur l'universalisme et l'héritage des Lumières. Pour comprendre ce qui se joue sur ces questions de peuples sauvages, de voyage, etc., il faut d'abord que vous preniez conscience d'un débat de fond dans la philosophie du XVIIIe siècle et en fait dans la philosophie plus généralement. Ce débat concerne la nature humaine. Au fond, la question qui préoccupe énormément la philosophie du XVIIIe siècle, mais qui reste encore d'actualité, c'est la suivante: est-ce que l'homme est bon ou mauvais par nature? Bon, je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous entendre sur ce sujet. J'avais posé une fois la question en cours, et en fait ça provoque des débats très intéressants, parce que les avis sont globalement assez partagés. On peut tout à fait défendre l'une ou l'autre de ces positions, puisqu'il suffit de regarder autour de soi pour trouver des arguments pour et des arguments contre. Si vous êtes plutôt de nature pessimiste et que vous ne croyez pas tellement en l'humain, vous allez vous dire qu'effectivement, il suffit de voir des gens qui se battent pour des pots de Nutella ou pour du papier toilette pour bien comprendre que l'homme est mauvais par nature. On a tous l'air poli dans la société, mais en fait, il y a juste un vernis de civilisation qui craque dès que les circonstances se corsent. Donc c'est une vision des choses tout à fait défendable et qui a malheureusement pour elle de nombreux exemples. Mais si vous êtes de nature plutôt optimiste, si vous avez confiance dans l'homme, vous allez dire que l'être humain est fondamentalement bon et qu'il suffit par exemple de regarder autour de nous les soignants qui se dévouent pour sauver la vie des autres ou la solidarité qui s'organise à tous les étages pour voir que fondamentalement l'homme est bon par nature. Et là aussi, ce sera une thèse qui sera défendable. Donc c'est un débat intéressant parce qu'il y a des exemples des deux côtés. Demandez-vous quelle thèse vous seriez prêt à défendre. C'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, à se demander. Selon la réponse que vous apportez à cette question, vous allez avoir plus ou moins d'affinité avec l'un ou l'autre des philosophes du XVIIIe siècle qui se positionnent sur le sujet. Si vous considérez que l'homme est mauvais par nature, que c'est une bête féroce, vous êtes plutôt d'accord avec Hobbes, donc qui estime que l'homme est mauvais par nature, ce qui illustre par un certain nombre de maximes assez célèbres, comme l'homme est un loup pour l'homme, ou bien l'état de nature c'est la guerre de tous contre tous. Et à l'inverse, si vous pensez plutôt que l'être humain est bon par nature, vous allez plutôt ressembler à Rousseau, qui estime en particulier que la pitié, le fait d'être impitoyable, est l'un des grandes caractéristiques humaines, et donc par nature l'homme n'a pas envie de faire de mal à autrui, parce il compatit avec lui. Donc ce sont deux positions qui portent sur la nature humaine, mais ce qui est très important de voir, c'est que de ces positions découle une certaine vision de la société. En effet, si vous estimez que l'homme est mauvais par nature, comme Hobbes, vous allez considérer que du coup, tout ce qu'il a de bon en lui dans la société vient de la société. Finalement, dans l'état de nature, l'homme est une sorte de bête sauvage qui essaie de tuer ses voisins, de les piller, etc. Et la société rend l'homme positif, elle permet la cohabitation, elle réprime les instincts. Finalement, la société est une forme de civilisation qui va rendre l'homme meilleur. Donc, plus vous avez une vision négative de l'homme, plus vous avez une vision positive de la société. A l'inverse, si comme Rousseau vous estimez que l'homme est bon par nature, vous allez être obligé de dire que tout ce qui est mauvais en lui, et qu'on constate dans la vie de tous les jours, vient de la société. C'est-à-dire que l'homme qui est naturellement bon, sensible, pitoyable, est corrompu par la société. Dans la société, il apprend l'orgueil, l'envie, la jalousie. Il y a la naissance de l'amour-propre, où il se considère meilleur que les autres. Et donc, finalement, l'homme, dans la société, est plus mauvais qu'il ne l'était dans la nature.
Donc ce qui ne veut pas dire qu'il faut retourner vivre dans les bois, mais qu'il faut changer la société pour essayer d'avoir une société qui soit la moins corruptrice possible. Donc ce qui me semble important dans ce débat, c'est de bien comprendre que la vision que vous avez de la nature humaine détermine la vision que vous avez de la société. D'accord ? La société soit s'oppose à la nature humaine, comme chez Hobbes, soit la société doit essayer de préserver au plus possible la nature humaine si l'homme est bon par nature. Ce débat, qui traverse tout le XVIIIe siècle, on le retrouve dans plusieurs œuvres littéraires. J'en donne juste quelques exemples, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Alors, d'abord, un exemple un peu amusant, c'est le cas de Frankenstein, j'avais déjà un petit peu évoqué, qui est écrit au tout début du XIXe siècle, par Mary Shelley. Donc vous connaissez sans doute tous l'histoire. C'est un homme nouveau qui est créé à partir de morceaux de cadavres cousus ensemble, animés par l'électricité. Et donc c'est une sorte de créature monstrueuse qui naît ex nihilo. Et donc toute la question du roman, c'est de savoir si cette créature est bonne ou mauvaise par nature. Est-ce que c'est un monstre moral ou est-ce que c'est une créature qui est finalement assez gentille? Et en fait, dans le roman, et c'est aussi le cas dans le film qui sera fait au début du XXe siècle, le monstre Frankenstein est en fait relativement bon. C'est qu'il n'est pas méchant par nature, mais il est rendu mauvais par le regard qu'on porte sur lui. C'est parce qu'on le considère comme un monstre qu'il va devenir méchant. Et donc, vous voyez qu'à travers cette histoire fantastique, c'est bien la question de la nature humaine qui est posée et de son rapport au bien et au mal. Bon, autre exemple, cette fois-ci dans le domaine français, c'est le cas de Bernardin de Saint-Pierre, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Bernardin de Saint-Pierre, c'est un ami de Rousseau, c'est l'auteur de Paul et Virginie, une histoire d'amour entre deux enfants. Et donc, vous le voyez un petit peu si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit de ses œuvres, mais pour lui, il ne fait pas de doute que l'homme est bon par nature. C'est des gens qui sont sympathiques, qui s'aiment au milieu de la nature, etc. Je voudrais vous parler à ce sujet d'un texte assez célèbre de Bernardin de Saint-Pierre, c'est l'épisode du fraisier, qui se situe au début des études de la nature. Les études de la nature, je vous en avais parlé dans le cours sur la science et la littérature. C'est une description du spectacle de la nature, une description des nuages, des forêts, de la mer, etc. Et ce texte s'ouvre par un incipit très célèbre, dans lequel Bernardin de Saint-Pierre décrit tous les insectes qui viennent butiner une fleur qui est posée à sa fenêtre. Et c'est une sorte de morceau de bravoure littéraire de description. Je vous cite juste le début. Un jour d'été, pendant que je travaillais à mettre en ordre quelques observations sur les harmonies de ce globe, j'aperçus, sur un fraisier qui était venu par hasard sur ma fenêtre, de petites mouches si jolies que l'envie me prit de les décrire. Donc suit ensuite une très longue description des insectes. Mais ce que vous repérez déjà dans ce début, c'est que la description est faite d'un point de vue admiratif. Le personnage s'exclame devant la beauté de la nature, les jolies petites mouches, et il a une sorte de sympathie pour les insectes. Et donc, à travers cette description, on perçoit bien que l'homme qui regarde la nature est fondamentalement bon. Il est compatit avec les animaux, il admire les plantes, etc. À partir de là, on peut aller lire le texte d'un autre écrivain qui s'appelle Rétif de la Bretonne, dans Les Nuits de Paris. C'est un livre que j'ai déjà cité, notamment dans le premier cours sur la Révolution. Pour vous en faire un très rapide résumé, c'est un peu Batman avant l'heure. C'est un justicier qui erre dans la nuit dans Paris et qui essaie de châtier le crime, de poursuivre les criminels, etc. Alors, Rétif de la Bretonne a une vision beaucoup plus pessimiste de l'homme que Bernardin de Saint-Pierre, et comme son roman est écrit 2 ans après les études de la nature, les études de la nature c'est 1786 et lui c'est 1788, eh bien Rétif va pasticher l'ouverture célèbre de Bernardin de Saint-Pierre sur le fraisier, et pour proposer une sorte de réponse où cette fois-ci il va défendre l'idée que l'homme est mauvais par nature. Je vous lis le passage. Il n'est pas d'être dans la nature qui ne soit méchant. Tout individu aime à faire du mal, à détruire son semblable et les autres êtres. Les herbivores même ne sont pas innocents. Ils frappent, ils mordent, ils écrasent.
1000 fois je me suis senti le cruel désir de tuer une belle grosse mouche à miel noir, ou bourdon, qui venait sucer à ma fenêtre les fleurs des pyramidales, et j'avais besoin de la réflexion pour m'en empêcher. Donc ce qui est notable dans cette réécriture du fraisier de Bernard de Saint-Pierre, c'est qu'ici l'homme est mauvais par nature, pour Rétilda Bretonne, mais que par contre il devient bon par un effort sur lui-même, par un effort produit par la société et l'éducation. L'homme doit se contraindre à être bon, contrairement à Bernard de Saint-Pierre, où l'homme est bon par nature, et où donc la société, finalement, tend à le corrompre. Donc vous voyez, par cet exemple-là, c'est un exemple vraiment parmi beaucoup d'autres, mais que c'est un débat très important qui traverse toute la littérature du XVIIIe siècle. Savoir si l'homme est bon ou mauvais par nature. Bon, quel est le rapport avec le thème du cours, vous me direz? Eh bien, le truc, c'est que pour répondre à cette question, est-ce que l'homme est bon ou mauvais, les philosophes des Lumières vont partir à la recherche d'un homme naturel, de l'homme qui est originel, l'homme qui existe avant la société. Et cet homme, ça va être le sauvage, et toute la question va être de savoir si le sauvage est féroce par nature, ou est-ce que le sauvage est bon, comme Rousseau parle par exemple du bon sauvage. Au départ, ce personnage du sauvage, ou de l'homme naturel, c'est vraiment une fiction philosophique. Pour Rousseau par exemple, il ne fait pas de doute qu'il n'y a aucun homme naturel sur Terre, tous les hommes vivent en société, et donc ce sauvage idéal, il n'existe pas, c'est une fiction philosophique qu'il faut essayer d'interroger pour répondre à une question. Mais petit à petit, ce débat va se déplacer, et en fait on va petit à petit considérer que les voyages réels, les vrais voyages vers des peuples étrangers, vont apporter des éléments de réponse à ces questions philosophiques. Donc à travers ces interrogations sur la nature humaine, il va se produire des interrogations, cette fois-ci, plus de l'ordre d'une ethnologie. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous faire un petit point sur la place du voyage et du rapport au peuple étranger dans la littérature du XVIIIe siècle, et en particulier dans la littérature des Lumières. Vous en avez déjà eu un aperçu avec les lettres persanes, qui représentent un voyage, mais je voudrais généraliser un petit peu ce qu'on a pu voir sur cette œuvre. Le premier point que je voudrais aborder, c'est le fait que les voyages réels qui ont été opérés au cours du XVIIIe siècle ont été des supports de fiction et de réflexion. À partir de ces voyages, les philosophes ont pu développer de nouvelles théories. Alors, au cours du XVIIIe siècle, il y a plusieurs voyages célèbres. Notamment, on peut retenir celui de Bougainville, une sorte d'expédition autour du monde, fait par un navigateur. Mais Bougainville est intéressant parce qu'il est un ami des encyclopédistes, et notamment un ami de Diderot et de d'Alembert. Et il se présente lui-même dans le récit de son voyage comme un philosophe. Je vous lis par exemple cette phrase qui se trouve à peu près au début du voyage. « Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile, aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes, qui dans l'ombre de leur cabinet philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants, et soumettent impérieusement la nature à leur imagination. Procédé bien singulier, bien inconcevable de la part de gens qui, n'ayant rien observé par eux-mêmes, n'écrivent, ne dogmatisent que d'après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs, auxquels ils refusent la faculté de voir et de penser. » Donc avec ce petit extrait, vous voyez que Bougainville en fait se réclame lui-même des Lumières, et notamment du fait qu'il faut penser par soi-même et voir par soi-même. Il explique que tous les philosophes jusqu'ici se sont servis des récits de voyage comme de documents, tout en méprisant les voyageurs, et Bougainville en fait retourne l'argument des Lumières contre les philosophes en disant que puisque les Lumières expliquent qu'il faut penser par soi-même et voir par soi-même, eh bien il n'y a que les voyageurs qui ont le droit de parler des peuples sauvages. Puisque les philosophes, eux, n'ont rien vu par soi-même, ils sont obligés de s'en tenir au témoignage des voyageurs pour avancer leurs idées. À partir de ce voyage de Bougainville, qui est assez médiatisé à l'époque, plusieurs philosophes vont s'emparer de cette histoire pour écrire des fictions ou des théories philosophiques. Et c'est notamment le cas de Diderot, un ami de Bougainville, et qui écrit un supplément au voyage de Bougainville, dans lequel il va développer un certain nombre de théories. Donc c'est un texte complètement fictif, ça ne correspond pas du tout aux vraies aventures de Bougainville, et où Diderot se sert vraiment du voyage comme un prétexte pour développer des idées souvent assez immorales.
Vous pouvez aller les lire, c'est assez drôle. J'ai juste récupéré 2 passages pour vous montrer un petit peu le ton de l'ouvrage et la manière dont Diderot se sert du thème du voyage pour parler de sa société. Bon, premier passage, qui fait écho en fait à ce qu'on a dit la semaine dernière sur l'esclavage et sur la colonisation. Ici, c'est une charge contre ces deux aspects, l'esclavage et la colonisation, où Diderot fait parler le chef d'un pays étranger, d'un peuple étranger, les Tahitiens, et ce chef s'adresse à Bougainville en lui expliquant que les Européens ont tort de s'emparer de pays étrangers. Donc voici le début du discours qui est assez long. Puis, s'adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nous sommes libres, et voilà que tu as enfoui dans nos terres le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves ? Ô roux, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi. Et pourquoi ? Parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays appartient aux habitants de Tahiti. Qu'en penserais-tu ? Donc c'est un texte assez riche qui réunit un certain nombre de choses qu'on a déjà pu voir. Bon, première chose, on retrouve la dénonciation de l'esclavage et de la colonisation qu'on avait vu la semaine dernière, qui passe toujours par un procédé qui nous est maintenant familier, c'est l'inversion des points de vue. De même que dans les lettres persanes, Montesquieu montre le regard des Persans sur les Français, ici le chef des Tahitiens propose une inversion où ça serait le Tahitien qui irait coloniser la France pour montrer l'absurdité et la cruauté de ce procédé. Par ailleurs, on retrouve les débats que je vous ai présentés précédemment sur la question de l'homme naturel. Ici, le Tahitien se présente lui-même comme une sorte d'homme naturel, coupé de la société, et qui vit, je cite, suivant le pur instinct de la nature. Et on voit que dans ces débats, Diderot se positionne donc plutôt du côté de Rousseau, puisqu'ici le Tahitien explique que par nature son peuple est bon, il vit libre, il vit heureux, et que finalement Bougainville, en lui apportant la civilisation, a pu le corrompre. Donc, vous voyez qu'à partir de ces voyages réels de Bougainville, Diderot part complètement ailleurs pour faire vraiment une fiction, puisque là c'est pas du tout vraisemblable, le Tahitien ne parle pas du tout comme pourrait parler un Tahitien, mais une fiction qui va poser un certain nombre de questions philosophiques sur la nature humaine, sur la colonisation, sur les lumières, la liberté, etc. Diderot n'en reste pas là, puisque son texte a aussi une dimension immorale ou sulfureuse. En effet, Diderot imagine des mœurs différentes, celles de ces Tahitiens imaginaires, afin de montrer que toutes les règles morales de l'Occident sont de pure convention. Et notamment, Diderot va s'attaquer à la famille et au mariage. En effet, dans ce peuple imaginaire, donc ces Tahitiens, mais des Tahitiens parfaitement fictifs, règne une parfaite liberté sexuelle. Il n'y a pas de couple stable, tout le monde se donne à qui il veut. Et donc c'est l'occasion pour Diderot d'attaquer le mariage et derrière lui la religion. Donc je vous lis ce petit passage. Rien en effet, c'est un Tahitien qui parle. C'est des discours rapportés. Rien en effet te paraît-il plus insensé qu'un précepte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n'y peut être et qui viole la liberté du mâle et de la femelle en les enchaînant pour jamais l'un à l'autre. Qu'une fidélité qui borne la plus capricieuse des jouissances à un même individu, qu'un serment d'immutabilité de deux êtres de chair à la face d'un ciel qui n'est pas un instant le même, sous des antres qui menacent ruine, au bas d'une roche qui tombe en poudre, au pied d'un arbre qui se gerce et sur une pierre qui s'ébranle. Crois-moi, vous avez rendu la condition de l'homme pire que celle de l'animal. Je ne sais ce que c'est, ton grand ouvrier, mais je me réjouis qu'il n'ait point parlé à nos pères, et je souhaite qu'il ne parle point à nos enfants, car il pourrait par hasard leur dire les mêmes sottises, et il ferait peut-être celle de le croire. Donc là, c'est une attaque du mariage et de la religion, qui part d'une vision de la nature. Diderot estime que la nature est fondamentalement inconstante, que tout change de jour en jour,
que rien n'est immuable, et donc il en déduit que le mariage est une stupidité, puisque au contraire le caractère de l'homme est d'être changeant, de changer d'inclination et d'amour. Et donc à partir de cette attaque du mariage, le Tahitien attaque aussi Dieu lui-même avec ton grand ouvrier. Donc là on retrouve le Diderot athée que je vous avais présenté dans le cours sur la religion. Bien, donc le premier usage du voyage dans la littérature du XVIIIe siècle, c'est que c'est un prétexte pour imaginer de nouvelles sociétés et pour critiquer la société française. Le deuxième aspect que je voudrais mettre en avant maintenant, c'est le petit b de cette deuxième partie, c'est une critique de la crédulité. En effet, j'ai beaucoup répété au cours de ce cours que la philosophie des Lumières, on pouvait la résumer à cette phrase « pense par toi-même ». C'est-à-dire que les philosophes des Lumières n'arrêtent pas de dire qu'il faut se méfier des oui-dire et qu'il faut essayer de penser avec sa propre raison, en se méfiant notamment des témoignages. Or, les voyages, c'est précisément l'une des sources de témoignages, et des témoignages dans lesquels on trouve très souvent des choses merveilleuses. Très souvent, les voyageurs rapportent des faits extraordinaires qu'ils ont pu voir au cours de leur voyage. Et donc, les philosophes des Lumières vont insister sur le fait qu'il faut se méfier de ces récits merveilleux et exercer son esprit critique. C'est quelque chose qui est très très marqué dans les tout premiers tomes et même les toutes premières pages de l'encyclopédie, dans lequel énormément d'articles essayent de réveiller l'esprit critique du lecteur. Je vous propose par exemple de lire celui-ci. Abaca. Il ne paraît pas qu'on sache bien précisément ce que c'est. On lit dans le dictionnaire du commerce que c'est une sorte de chanvre ou de lin qu'on tire d'un platane des Indes, qui est blanc ou gris, qu'on le fait rouillir, qu'on le bat comme son chanvre, qu'on ourdit avec le blanc d'étoiles très fines et qu'on emploie le gris en cordage et câble. Donc c'est une description d'une plante tirée d'un pays étranger. Bon, une petite question, par qui est écrit cet article? J'espère que vous êtes capable de le savoir maintenant. Je vous rappelle que la petite astérix qui se situe au début, c'est la signature de Diderot. Donc c'est un article de Diderot. Et vous remarquez que l'article commence par dire qu'en fait il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas à quoi correspond ce mot. Et en fait il met en doute le récit de voyage qu'il y a derrière en disant finalement ça reste assez obscur cette histoire-là. Mais alors ce qui est frappant, c'est que ce mot-là, il se situe au tout début de l'encyclopédie. Puisque l'encyclopédie est par ordre alphabétique, un mot qui commence par abaca, forcément il se situe, c'est l'un des tout premiers mots du dictionnaire. Et donc il y a une sorte de provocation de la part de Diderot à mettre comme le tout premier mot du dictionnaire, parmi les tout premiers mots, un terme dont il dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Et donc cette manière de représenter l'ignorance, c'est vraiment quelque chose de typique des Lumières, où Diderot va mettre en garde en disant « Attention, ne pensez pas croire tout ce qu'on vous dit, il faut savoir douter et exercer son esprit critique sur des choses qui ne sont pas claires. » C'est à peu près le même phénomène qui se passe avec le mot akacalis, là aussi un article de Diderot, et là aussi un des tout premiers articles de l'encyclopédie, à cause de l'ordre alphabétique. Donc je vous le lis. Arbrisseau qui porte une fleur en papillon et un fruit couvert d'une cosse. Voyez, l'histoire des plantes dorées. On lit dans Dioscoride que l'acacalis est le fruit d'un arbrisseau qui croît en Égypte, que sa graine est semblable à celle du tamarin, et que son infusion mêlée avec le collyre ordinaire éclaircit la vue. Ray ajoute que c'est à Constantinople un remède populaire pour les maladies des yeux. Malgré toutes ces autorités, je ne regarde pas le sort de l'acacalis comme bien décidé. Sa description est trop vague, et il faut attendre ce que les progrès de l'histoire naturelle nous apprendront là-dessus. Vous voyez que l'article est composé en deux parties. D'abord, il rapporte un certain nombre de récits de voyages qui attestent l'existence de l'acacalis, et ensuite mise en doute, où Diderot explique qu'en fait, pour lui, l'existence même de cet arbrisseau n'est pas du tout attestée, et qu'il faut savoir douter des sources et des récits de voyage. Donc ces deux articles, Abaca et Akacalis, qui se situent au début de l'encyclopédie, et qui font en fait partie d'une série d'articles qui ressemblent un peu à ça, servent à mettre en garde le lecteur de l'ouvrage, en lui rappelant qu'il ne faut pas tout croire sur parole. Ce n'est pas parce que des voyageurs ont décrit une plante qu'elle existe, il faut savoir exercer son esprit critique. Donc ici, le thème du voyage est utilisé
comme une sorte de rappel, de piqûre de rappel, pour dire attention à ce qu'on vous raconte, ne croyez pas tout, ne soyez pas trop crédule. Bon, et puis pour conclure, un dernier usage du voyage que je ne vais pas tellement développer parce qu'on a déjà vu des exemples, c'est simplement le fait qu'en décrivant un peuple étranger, on peut avoir simplement une description allégorique de la société française, et qu'en fait, en décrivant un peuple étranger, les auteurs vont se servir de cette description pour critiquer des choses qu'ils ne pourraient pas critiquer frontalement dans la société française. Je vous renvoie en particulier à tous les textes du baron d'Holbach. J'en avais donné quelques-uns en cours, et vous en trouverez d'autres dans le dossier de texte qui était expliqué, que j'avais envoyé par mail et qui se trouve aussi sur Eprel. Je rappelle que ce sont des textes qui font vraiment partie du cours et que j'attends que vous alliez lire. Et donc, très souvent, le baron d'Holbach fait la même chose. Il décrit un peuple étranger dont personne n'a jamais entendu parler, des peuplades d'Afrique ou des choses comme ça. Et en fait, à travers cette description de ce peuple, il va parler de la société française, mais d'une manière voilée, ce qui lui permet de dire des choses que la censure n'aurait pas laissé passer. Donc on peut dire que c'est des descriptions allégoriques, parce que sous couvert de décrire un peuple situé, un peuple exotique, en fait on parle de la société française et de ses vices. Donc voici un peu pour ce panorama assez rapide de la manière dont le voyage et les peuples étrangers sont utilisés par les philosophes des Lumières. Je ne développe pas tellement plus parce que je voudrais garder un peu de temps pour pouvoir vous parler d'autres choses, de faire des compléments sur des choses qui nous ont un peu échappé jusqu'ici. Voilà, on va arrêter là en ce qui concerne les voyages et les peuples sauvages. Comme c'est le dernier cours, la dernière séance à distance, je voulais en profiter pour apporter quelques compléments sur des choses qu'on aurait dû voir en TD, mais que les circonstances m'ont empêché d'aborder. Et la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la place des métiers et de l'artisanat dans l'encyclopédie. C'est quelque chose qui est absolument essentiel pour comprendre à la fois l'importance et la nouveauté de cet ouvrage, l'encyclopédie. En effet, jusqu'ici, on a surtout vu du texte dans l'encyclopédie, on a étudié des articles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'encyclopédie telle qu'elle se présente au XVIIIe siècle, c'est 17 volumes de texte, ce qui est déjà absolument énorme, mais aussi 11 volumes de planches, c'est-à-dire d'illustrations et de gravures. Et ces gravures et ces illustrations, elles portent pour l'immense majorité sur des métiers de l'artisanat et de l'industrie. On trouve à peu près tous les sujets qui sont abordés et qui sont décrits par des dessins très très précis. Prenons le temps d'en regarder quelques exemples. Donc ici, voici par exemple une planche sur la machine d'imprimerie. Vous pouvez admirer la précision de la planche et le détail du dessin. Voici des moules et des instruments du pâtissier. Bon, c'est assez amusant de voir que ça a pas mal changé. Aujourd'hui, on ne trouve plus de petits angelots sur nos brioches. Une planche sur un système de notation pour noter les chorégraphies en danse. Donc vous voyez que c'est vraiment tous les aspects qui sont abordés, l'artisanat, les métiers, mais aussi les arts, dans leur dimension technique. Et puis enfin, une petite planche sur les fromages d'Auvergne, et je vous la montre parce qu'elle est typique des planches d'encyclopédie qui se présentent très souvent comme ça. Au-dessus, vous avez une sorte de tableau qui représente l'atelier dans sa situation, et en dessous, vous avez un détail des différents outils ou machines utilisées. Cette représentation des métiers d'art et d'artisanat, c'est quelque chose de vraiment très nouveau qu'apporte l'encyclopédie, parce que ce sont des activités qui sont habituellement dévalorisées dans la culture. Or, non seulement l'encyclopédie les représente avec beaucoup de détails, mais elle revendique cette représentation dès son titre, puisque vous voyez que le titre complet de l'ouvrage, c'est Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, avec l'artisan et les ouvriers qui sont mis sur le même plan que les philosophes et les savants. Et c'est un choix qui est également défendu à plusieurs endroits à l'intérieur de l'ouvrage, notamment dans le célèbre article Art, que je ne vous lis pas ici parce qu'il est vraiment très très long. J'en ai choisi un autre, peut-être plus simple à comprendre, c'est l'article Métier, en grammaire. Donc c'est un article non signé, mais qui est probablement de la main de Diderot. Je vous le lis. On donne ce nom à toute profession qui exige l'emploi des bras
et qui se borne à un certain nombre d'opérations mécaniques qui ont pour but un même ouvrage que l'ouvrier répète sans cesse. Je ne sais pourquoi on a attaché une idée vile à ce mot. C'est des métiers que nous tenons toutes les choses nécessaires à la vie. Celui qui se donnera la peine de parcourir les ateliers y verra partout l'utilité jointe aux plus grandes preuves de la sagacité. L'Antiquité fit des dieux de ceux qui inventèrent des métiers. Les siècles suivants ont jeté dans la fange ceux qui les ont perfectionnés. Je laisse à ceux qui ont quelques principes d'équité à juger si ces raisons ou préjugés qui nous fait regarder d'un œil si dédaigneux des hommes si essentiels. Le poète, le philosophe, l'orateur, le ministre, le guerrier, le héros seraient tout nus et manqueraient de pain sans cet artisan l'objet de leur cruel mépris. Donc vous voyez que l'article en grammaire cherche à s'opposer à la connotation négative du mot. Il montre que les métiers sont quelque chose d'essentiel dans la vie et dans la société. À cet égard, il faut que je vous dise quelques mots du prospectus. C'est un texte publicitaire qui servait à vendre l'ouvrage, à vendre l'encyclopédie. Donc ce prospectus de 1751, il est rédigé par Diderot et d'Alembert, et il explique le projet que les deux philosophes entendent mettre en œuvre. Et dans ce prospectus, les deux philosophes insistent beaucoup sur la description du travail ouvrier et sur l'industrie. Je vous en donne un exemple ici. Tout nous déterminait donc à recourir aux ouvriers. On s'est adressé aux plus habiles de Paris et du royaume. On s'est donné la peine d'aller dans leurs ateliers, de les interroger, d'écrire sur leur dictée, de développer leurs pensées, d'en tirer des termes propres à leur profession, d'en dresser des tables, de les définir, de converser avec ceux dont on avait obtenu des mémoires, et, précaution presque indispensable, de rectifier dans de longs et fréquents entretiens avec les uns ce que d'autres avaient imparfaitement, obscurément et quelquefois infidèlement expliqué. Donc ici, les philosophes expliquent qu'ils se transforment quasiment en sociologues, qui vont enquêter dans les ateliers et interviewer les ouvriers. Et cela va même plus loin, puisque ailleurs dans le prospectus, ils expliquent qu'ils mettent eux-mêmes la main à l'ouvrage. Mais il est des métiers si singuliers et des manœuvres si déliées qu'à moins de travailler soi-même, de mouvoir une machine de ses propres mains et de voir l'ouvrage se former sous ses propres yeux, il est difficile d'en parler avec précision. Il a donc fallu plusieurs fois se procurer les machines, les construire, mettre la main à l'œuvre, se rendre pour ainsi dire apprenti et faire soi-même de mauvais ouvrages pour apprendre aux autres comment on en fait de bons. Bon, donc on n'a aucune preuve que ce soit vrai, que Diderot ou d'Alembert se soient eux-mêmes mis à travailler sur des machines ou à faire un travail d'ouvrier. Mais en soi, ce passage est déjà la preuve d'une vision très positive du travail manuel, qui s'explique en partie par des raisons autobiographiques. D'Alembert est un enfant trouvé, Diderot est le fils d'un coutelier, donc c'est des gens qui sont assez proches du peuple et de ce travail artisanal. Mais ce qui est frappant, c'est que dans un ouvrage comme ça philosophique, destiné principalement aux bourgeois, ils n'ont pas honte de dire qu'ils pratiquent du travail manuel, qu'ils s'y intéressent, et donc c'est vraiment un des grands apports de l'encyclopédie de revaloriser tous ces petits métiers et tous ces savoir-faire manuels. Le deuxième complément que je voulais apporter est facultatif. Je voulais simplement faire un rapide écho à l'actualité, mais si vous en avez marre d'entendre parler d'épidémie, je le comprends tout à fait, et vous pouvez passer volontiers ce passage. Et pour aller directement à la conclusion du cours, de toute façon, ça va à peine durer 2 minutes. Ce que je voulais vous expliquer, en fait, c'est que l'encyclopédie, c'est un ouvrage général qui parle à peu près de toutes les matières. Il a eu une importance en philosophie, en littérature, mais c'est aussi une œuvre qui a été très importante dans des domaines très spécialisés, comme par exemple la grammaire, le droit et la médecine. En effet, si on s'en tient à la médecine, on peut considérer que les articles de médecine de l'encyclopédie, ils sont vraiment à la pointe du progrès. C'est ce qui se fait de mieux en médecine dans l'époque. Ils sont rédigés en partie par une série de jeunes auteurs qui sont en train de révolutionner les pratiques médicales à l'époque de l'encyclopédie. On les appelle les vitalistes de Montpellier. Ils sont tous formés à Montpellier et ils sont en train vraiment de renverser les dogmes en médecine. Et c'est eux qui rédigent une grosse partie des articles de médecine, notamment des auteurs qui s'appellent Ménuret, Bordeu et Fouquet. Et alors, je vous donne un exemple de la modernité de l'encyclopédie sur la médecine, c'est son rapport aux épidémies, et en particulier le fait qu'elle va défendre une pratique qui est très très débattue à l'époque,
qui s'appelle l'inoculation. L'inoculation, c'est l'ancêtre de la vaccination. Ça consiste à provoquer la maladie chez des gens artificiellement pour les immuniser plus tard. Sauf que donc c'est le même principe que la vaccination, sauf que la différence avec la vaccination, c'est que les gens sont vraiment malades. On leur donne vraiment la maladie, sauf qu'on le fait dans un cadre très contrôlé, avec des médecins autour d'eux, à une époque où ils sont en forme, etc. Donc, comme c'est une pratique qui reste malgré tout dangereuse, elle est extrêmement débattue à l'époque. Et voilà, parce que les médecins vont voir des gens du peuple qui ne savent pas forcément lire, ils leur disent on va vous rendre malade pour vous immuniser. Ça paraît vraiment très, très étrange et une grosse résistance dans la population. Et donc l'encyclopédie va prendre position pour l'inoculation, ce qui est déjà en soi une prise de position assez importante et originale, et elle va le défendre par de nombreux articles, en particulier l'article inoculation. Donc on peut dire que l'encyclopédie a été aussi à la pointe du progrès des combats dans les sciences et dans la médecine, et qu'elle a lancé l'un des ancêtres de la vaccination par son autorité. Bien, je m'arrête là. Vous pourrez de toute façon poser vos questions s'il vous en reste sur Eprel ou par mail. Bon, je fais un bilan très très rapide de ce semestre qui a été extrêmement bousculé et qui, du coup, ce cours n'a peut-être pas été aussi détaillé que je l'aurais voulu et je m'en excuse. J'espère que ça vous aura malgré tout apporté quelques connaissances. Pour les années suivantes, gardez surtout en tête tout ce qu'on a vu à propos de l'encyclopédie. C'est des choses qui vous serviront vraiment pour les cours du XVIIIe siècle, et notamment garder l'habitude d'aller chercher des mots sur le site de Ancre, ou sur l'encyclopédie numérique. C'est vraiment un outil de travail très utile, et qui vous aidera beaucoup dans vos études. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention et pour votre engagement au cours des cours en présentiel notamment. C'était un plaisir de venir faire cours avec vous. Et c'est dommage que l'épidémie nous ait privé de ce plaisir. Nous restons de toute façon en contact au sujet des évaluations. Je vais corriger les contrôles continus. Je vous enverrai les notes et les corriger dès que ce sera fait. Et je vous envoie le 6 mai une évaluation finale, mais qui en fait sera aussi du contrôle continu. Ce sera en devoir à la maison. Ce sera des petites questions de cours demandant un petit peu de rédaction. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des problèmes, et d'ici là, portez-vous bien.